Bonsoir à tous, bienvenue au Columbia Institute for Ideas and Imagination. Je suis Sari Castro et je travaille dans la programmation et communication de l'Institut. Nous sommes très heureuses de vous accueillir ce soir pour plonger dans les villes indivisibles de l'Oulipo, un événement organisé avec Daniel Levenbecker. Daniel est un de nos fellows cette année dans l'Institut et il travaille dans la traduction du roman de Nina Yargokov, double nationalité. Vous avez normalement sur votre chaise nos prochains événements et Daniel, il sera le 14 novembre, ici à 19h, en train de nous raconter les enjeux de réaliser la traduction de manière générale, mais aussi la traduction de cette œuvre plus spécifiquement. Je vous invite à nous accompagner le 14 novembre. Daniel est écrivain et traducteur, mais aussi il est membre du collectif de l'Oulipo depuis 2009. Et alors, il a voulu organiser cet événement de dernière œuvre de l'Oulipo, Les villes indivisibles, une œuvre et un hommage de l'œuvre de Italo Calvino, Les villes invisibles. Et il a voulu inviter certains membres de l'Oulipo et Lorenzo Grandi. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je vais laisser Daniel commencer avec l'événement, mais juste pour que vous le sachiez, à la fin de l'événement, vous allez pouvoir acheter les villes indivisibles. Et on a un stand pour une petite dédicace. Et vous allez pouvoir acheter également le livre en version anglaise de Italo Calvino. Merci beaucoup. Et Merci beaucoup, Sari. Merci à vous tous d'être là. Merci à The Institute for Ideas and Imagination. Et merci tout particulièrement à Reed Hall, qui est un lieu qui nous touche. L'Oulipo, on est particulièrement ravis d'être là parce que Reed Hall, c'était le lieu d'une de nos toutes premières lectures publiques en 1973, dans la grande salle plutôt que celle relativement mesquine. Euh, mais ça fait plaisir de constater que l'amitié entre l'Oulipo et Reed Hall est toujours très d'actualité, euh, 50 ans plus tard. Donc, l'Oulipo, représenté ce soir par moi-même, Frédéric Fortet, Étienne Lécroire et Paul Fournel. Juste en quelques mots, l'Oulipo, c'est un... Bien que membre depuis 2009, me faut toujours des notes pour décrire de quoi il s'agit. L'Oulipo veut dire ouvroir de littérature potentielle. Et c'est un atelier de recherche collective regroupant écrivains et scientifiques, liste non close, dans le but d'interroger le potentiel des structures mathématiques, linguistiques, ludiques, afin de produire des textes littéraires. Donc ça se traduit souvent en écriture à contrainte. Par exemple, le lipogramme, selon lequel Georges Perec a écrit un roman en 1969 qui s'appelle La disparition, où la lettre E, tous les mots contenant la lettre E sont absents. Ça se traduit parfois en la réanimation ou le détournement des formes fixes poétiques, comme le sonnet ou le sextine ou le haïku. Ou encore, et c'est là particulièrement le cas de Calvino, qui est devenu membre de l'Oulipo en 1974, 1 an après la lecture de l'Oulipo à Reed Hall, et 2 ans après la parution en italien de Les villes invisibles, une composition narrative gouvernée par des modèles, des protocoles, voire des algorithmes. Donc pour résumer ce projet brièvement, j'ai été contacté en 2019 par un urbaniste et diplomate américain qui s'appelle Ian Klaus, qui préparait alors une intervention pour le Forum mondial urbain de 2020, dont le thème était, si je me souviens bien, la créativité, et qui voulait inviter l'Oulipo à participer. Donc je lui ai proposé qu'on fasse une réécriture collective de ce livre de Calvino, qui rejoint l'urbanisme et la créativité d'une manière tout à fait inégalée, et qui allait bientôt fêter ses 50 ans. Donc le forum était finalement annulé à cause de Covid, mais tant pis. On avait retenu l'idée d'un livre qui témoignerait de tout ce qui a changé autour de la ville
dans sa conception et sa réalité dans un demi-siècle, mettant à jour, je le dis entre guillemets, en quelque sorte, le livre original tout en gardant sa structure, notamment sa division en 11 catégories, qui sont les suivantes. Donc avec Ian et un collaborateur à lui qui s'appelle Seth Schultz, et en faisant appel à une vingtaine d'urbanistes, architectes, climatologues, organisateurs, etc., dont Lorenzo, on a travaillé pour choisir, dans un premier temps, 11 catégories semblables, mais plus pertinentes, disons, au monde d'aujourd'hui. Et après beaucoup de discussions, ça a donné celle-ci. C'est un peu tout confondu, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément de rapport entre les termes. Et donc Calvino propose dans son livre 5 textes par catégorie pour un total de 55 villes imaginaires, parfois impossibles, dont il dresse le portrait. Pour notre projet, on a encore divisé chaque catégorie en 5 types, 4 pris dans les chemins de transition préconisés par le GIEC et un 5e pour tout ce qui était inclassable. Donc il y a utilisation des terres, industrie, inclusivité, système naturel et puis les inclassables divers. Ainsi, chaque case dans ce tableau donne un sujet plus précis. Par exemple, à l'intersection de les villes et l'eau et système naturel, il y a l'élévation du niveau de la mer. À l'intersection de les villes biologiques et industrie, il y a les fermes verticales. Cela fait donc 55 thèmes assez précis et de pertinence contemporaine, parfois urgemment contemporaine, pour lesquels on a mis à disposition, pour les membres de l'Oulipo qui se chargeaient d'imaginer une ville répondant à tel ou tel thème, des références comme des articles et des rapports scientifiques, que parfois les Oulipiens s'en sont inspirés, parfois je soupçonne pas trop. Une petite dernière précision, chez Calvino, les villes sont racontées par Marco Polo, un Kublai Khan soucieux de connaître l'état et l'étendue de son empire. Ici aussi, on a calqué et en quelque sorte modernisé, comme vous allez l'entendre, pour que les villes soient racontées par l'aviatrice américaine Amelia Earhart au magnate de la presse américain William Randolph Hearst. Donc voilà, le livre résultant vient d'être publié aux éditions Nous. Comme Sari a dit, vous allez pouvoir l'acheter en fin de soirée. Et on va vous en lire quelques extraits, ainsi que quelques extraits du livre de Calvino, à commencer par une ville en italien que Lorenzo va lire. Et puis Lorenzo va dire quelques mots sur le processus, et puis on aura une discussion globale. Comment ? Je ne sais pas présent. Lorenzo Kilgengrandi, qui va se présenter lui-même peut-être. Merci beaucoup, Daniel, pour l'invitation. Merci beaucoup à l'Institute for Ideas and Imagination. C'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous. Moi, j'ai le plaisir aussi de vivre ces lieux à travers l'enseignement. Je termine tout juste ma classe de diplomatie des villes, qui a beaucoup de points en contact avec votre travail. Et voilà, je suis là pour vous amener un peu d'Italie aussi dans cet beau exercice qui a commencé justement par quelqu'un de Sanremo. Et si vous voulez, je peux commencer effectivement avec une lecture d'une des villes invisibles de Calvino. Et je vais la lire en italien en espérant que quelqu'un de vous puisse comprendre ou au moins se faire inspirer par la musique. Alors, c'est la ville toile d'araignée, s'appelle Ottavia. Elle fait partie des chapitres Le città sottili, les villes subtili. Se volete credermi, bene. Ora dirò com'è fatta Ottavia, città ragnatela. C'è un precipizio in mezzo a due montagne scoscese. La città è sul vuoto, legata alle due creste con funi e catene e passerelle. Si cammina sulle traversine di legno, attenti a non mettere il piede negli intervalli, o ci si aggrappa alle maglie di canapa. Sotto non c'è niente per centinaia e centinaia di metri. Qualche nuvola scorre, si intravede più in basso il fondo del burrone.
Questa è la base della città, una città che serve da passaggio e da sostegno. Tutto il resto, invece di levarsi sopra, sta appeso sotto, scale di corda, amache, case fatte a sacco, attaccapanni, terrazze come navicelle, otri d'acqua, becchi del gas, girarrosti, cesti appesi a spaghi, montacarichi, docce, trapezzi e anelli per i giochi, teleferiche, lampadari, vasi con piante dal fogliame pendulo. Sospesa sull'abisso, la vita degli abitanti d'Ottavia è meno incerta che in altre città. Sanno che più di tanto la rete non regge. Je vais vous lire un extrait des Villes Invisibles dans la traduction de Jean Thibaudot, qui est la première traduction du texte. Comme l'a dit Daniel, les Villes Invisibles est constitué des récits de Marco Polo à Kublai Khan. Et chaque description de ville est entrecoupée, ou en tout cas à intervalles réguliers, on a des interactions entre Marco et le Khan. Donc je vais vous lire une des toutes premières. Chargés d'inspecter les provinces reculées, les envoyés et les percepteurs du grand Khan faisaient ponctuellement retour au palais de Kemenfu et au jardin de Magnolia, à l'ombre desquels Kublai se promenait en écoutant leurs longues relations. Les ambassadeurs étaient perses, arméniens, syriens, coptes ou turcomans. L'empereur, par nature, est étranger à chacun de ces sujets. L'Empire ne pouvait manifester son existence à Kublai qu'au travers d'yeux et d'oreilles étrangers. Dans des langues incompréhensibles au Khan, les envoyés rapportaient des nouvelles qu'ils avaient entendues dans d'autres langues à eux-mêmes incompréhensibles. De cette opaque épaisseur sonore émergeaient les chiffres encaissés par le fisc impérial, les noms et patronymes des fonctionnaires démis et décapités, les dimensions des canaux d'irrigation que de maigres fleuves nourrissaient par les temps de sécheresse. Mais quand c'était au jeune Vénitien de faire son rapport, une communication d'un tout autre genre s'établissait entre l'empereur et lui. Nouvellement arrivé et parfaitement ignorant des langues de l'Orient, Marco Polo ne pouvait s'exprimer autrement que par gestes, en sautant, en poussant des cris d'émerveillement et d'horreur, avec des hurlements de bêtes et des ululements, ou à l'aide d'objets qu'il sortait de ses sacs, plumes d'autruche, sarbacane, morceaux de quartz, et disposés devant lui comme les pièces d'un échiquier. De retour des missions auxquelles Kublai l'affectait, l'ingénieux étranger improvisait des pantomimes que le souverain devait interpréter. Une ville était désignée par le bond d'un poisson qui s'enfuyait du bec du cormoran pour tomber dans un filet. Une autre ville par un homme nu qui traversait le feu sans se brûler. Une troisième par un crâne qui tenait entre ses dents couvertes de vert de gris une perle blanche et ronde. Le grand Khan déchiffrait les signes, mais le lien entre ces derniers et les endroits visités demeurait incertain. Il ne savait jamais si Marco voulait représenter une aventure qui lui serait arrivée au cours de son voyage, l'histoire du fondateur de la ville, la prophétie d'un astrologue, un rébut ou une charade pour indiquer un nom. Mais que ce fût clair ou obscur, tout ce que Marco montrait avait le pouvoir des emblèmes, qu'on ne peut, les ayant vus une fois, oublier ni confondre. Dans l'esprit du Khan, l'Empire se reflétait sur un désert de dates éphémères et interchangeables comme des grains de sable, desquels émergeaient, pour chaque ville et province, les figures évoquées par les logogryphes du Vénitien. Avec la succession des saisons et des ambassades, Marco se forma à la langue tartare et à un grand nombre d'idiomes nationaux et de dialectes tribaux. Ces récits étaient maintenant les plus précis et minutieux que le grand Khan put désirer, et il n'y avait question ou curiosité à laquelle il ne répondit. Et cependant, tout renseignement sur un endroit quelconque faisait revenir à l'esprit de l'empereur ce premier geste ou objet par quoi l'endroit en question avait été désigné par Marco.
La nouvelle donnée recevait un sens de cet emblème et aussi bien ajoutait à l'emblème un sens nouveau. Peut-être que l'Empire, pensa Kublai, n'est rien d'autre qu'un zodiaque des fantasmagories de l'esprit. Le jour où je connaîtrai tous les emblèmes, demanda-t-il à Marco, saurai-je enfin posséder mon empire ? Et le Vénitien, sire, ne crois pas cela. Ce jour-là, tu seras toi-même emblème parmi les emblèmes. Je vais beaucoup lire en français maintenant. C'est en vain, magnanime Kublai, que j'essayerai de te décrire la ville de Zaïra, au bastion élevé. Je pourrais te dire le nombre des marches dont sont faites les rues en escalier, la forme des arcs des portiques, le type de feuilles de zinc dont on recouvre les toits. Mais je sais déjà que ce serait comme de ne rien te dire. Ce n'est pas de cela qu'est faite la ville, mais des rapports entre les mesures de son espace et les événements de son passé. La distance qui sépare les sols d'un lampadaire et les pieds ballants d'un usurpateur pendu. Les fils tendus entre un lampadaire et la rambarde qui lui fait face et les festons qui l'alourdissent les parcours du cortège nuptial de la reine. La hauteur de cette rambarde et les sauts de l'adultère qui l'enjambe à l'aube. L'inclinaison d'une gouttière et les passages d'un chat qui se faufile pour entrer par cette même fenêtre. La ligne de tir de la canonnière apparue à l'improviste derrière les capes et le bout qui détruit la gouttière. Les déchirures de filets de pêche et les trois vieux assis sur les quais qui se racontent pour la 5e fois l'histoire de la canonnière de l'usurpateur, dont on disait qu'il était le fils adultère de la reine, abandonné dans ses langues, là, sur les quais. De cette vague, qui reflue de souvenirs, la ville s'imprègne comme une éponge et se dilate. Une description de Zaïra, telle qu'elle est aujourd'hui, devrait contenir les passés de Zaïra tout entier. Mais la ville ne dit pas son passé. Elle les contient comme les lignes d'une main, écrites à l'angle des rues, aux grilles des fenêtres, aux rampes des escaliers, aux antennes des paratonnerres, aux ampes des drapeaux, chaque segment se trouvant à son tour rayé d'éraflures, d'encoches, d'entailles, des marques en forme de virgule. Merci Lorenzo. Donc ça, c'était encore un texte de Calvino. Et là, on va basculer dans le nouveau livre. Ça, c'est... ce que je vais vous lire fait partie du récit cadre. Et c'est dans le même lieu que le texte que Fred vient de lire. Lorsqu'ils se rencontrèrent pour la première fois en 1929, l'année où Hearst finançait le premier tour du monde en Zeppelin avec passagers, Earhart dirigeait la rubrique aviation de Cosmopolitan, de sorte qu'elle était déjà une de ses employées. C'est vrai en plus. Hearst utilisait une vaste chaîne de correspondants, pigistes, intermédiaires, maîtres chanteurs, ambassadeurs et insurgés, bûcherons, triturateurs et maquereaux. À eux aussi, ils répondaient au téléphone, mais rarement plus de 10 minutes. Ils envoyaient surtout des messages, des téléx et des cartes postales, et des listes sur papier en tête, en néerlandais, en tagalog, en wolof, en malayalam, en espéranto, qui rapportaient dans une terminologie incompréhensible pour lui des faits et des prévisions dont eux-mêmes comprenaient à peine l'importance. Vol d'objets précieux et mariage consanguin, bilan des pertes et chiffres des ventes, calomnies chuchotées, signature des contrats, arbres écorcés, prix du soja, du chanvre, prénoms, noms, statistiques. Des chiffres, seule chose souvent sur laquelle Hearst arrivait à concentrer son regard, courbés et dansant dans leurs graphies étrangères. Mais quand la jeune aviatrice l'appelait et lui parlait des lieux qu'elle avait vus, une communication d'un tout autre genre s'établissait entre eux. Ces descriptions n'étaient ni exactes ou économiques, ni résumées ou distillées. C'étaient des images errantes, des talismans, des griffonnages d'un sténographe en délire, déroulant des vignettes de littoraux et des sauterelles, des becs de lièvre et de toupies. Téléphonant des lieux éloignés où l'amenaient ses tournées de conférences et les
compétitions aériennes, risquant toujours d'être interrompue pour régler un embrouillamini de moteur ou pour serrer la main d'un dignitaire chauve sur le cruel soleil insulaire, elle lui faisait spontanément des rapports fugaces qu'il lui fallait interpréter. Cette ville ressemblait à une enclume posée sur un noyau de pêche. Celle-là rappelait une part de bris suant dans une bibliothèque. Une autre était comme un poème au vers désordonné. Hearst suivait, sans être jamais sûr de la façon dont l'anecdote était liée au lieu, la partie au tout, de ce qui était le présent et le passé, ce qui avait été vu ou entendu ou extrapolé. Mais aussi dispersés et discontenus que fussent ces mots à elle, ils avaient un pouvoir, une force d'attraction, que lui ne pouvait ni saisir ni rejeter. Dans son esprit, le monde commença à prendre la forme d'un maelstrom, jacassant de questions et de réponses, comme les bulles dans l'eau bouillante, chacune répondant avant d'éclater et de disparaître à une image qu'elle lui avait suggérée à voix haute. Comme les saisons passaient et comme elle continuait à tourner autour du globe, Earhart s'habitua au flot et à l'échange d'informations par les canaux les plus profonds et les plus fréquentés. Ses descriptions devinrent plus précises, plus cliniques, plus éclairantes que celles des autres sources dont Hearst disposait. Et pourtant, aucun récit, aucun compte rendu factuel du passé ou du présent d'un lieu n'avait rendu ce lieu plus net ou plus vivant dans son esprit que ses premières visions chimériques. Les informations nouvelles donnaient à l'image une signification, une densité, mais elles leur retiraient aussi quelque chose. Peut-être que le monde, pensa Hearst, n'est rien d'autre qu'une constellation de réponses que nous n'avons pas encore su associer à des questions. Le jour où j'aurai trouvé les réponses à toutes mes questions, demanda-t-il à Earhart, connaîtrai-je enfin le monde? Et l'aviatrice rit. Non, William, ce jour-là, vous serez vous-même question parmi les questions. Je vais donc vous lire une des villes indivisibles de l'Oulipo, qui fait partie des villes hostiles. La ville d'Otila se purifie constamment. La population y jouit de l'air le plus immaculé qui soit. Tout ce qu'elle hume, chaque allaitement, chaque inhalation, chaque reniflement a été préalablement méticuleusement filtré. Chaque souffle, chaque soupir, sifflement, tout, éternuement ou ronflement, sera retraité et débarrassé de la moindre vilainie qui pourrait y nicher. Partout dans la ville s'y emploie un titanesque réseau de ventilation, envahissant peu à peu l'espace public et privé. Il recycle en permanence l'atmosphère ambiante, traquant sans pitié les microparticules perfides, les monoxydes et dioxydes malsains, le moindre métal lourd, l'ozone pernicieux, absorbant scrupuleusement la plus petite trace d'hydrocarbures ou le composé organique volatile le plus subtil. L'air qu'absorbent ces ventilateurs transite au travers de plusieurs filtres, où tout un dispositif complexe à base de catalyseurs, de piles à combustible, de cellules photoélectrochimiques et de membranes de nanomatériaux le régule avant de le réinjecter dans l'atmosphère. La gloire d'Otila se mesure à la longévité de sa population qui s'accroît chaque jour davantage. Le respect qui entoure ce réseau d'épuration et ceux qui l'ont mis au point est immense, inspirant une quasi-vénération, et nul ne songe à en savoir plus ou à aller à l'encontre de l'expansion perpétuelle de ce réseau de traitement de l'air. Chaque jour, ce sont des quantités de particules et de résidus de plus en plus considérables qu'il faut évacuer de plus en plus loin, car l'air filtré se gorge toujours plus de polluants en tout genre. Ainsi s'accroît tout autant le parc de machines toujours plus performantes que le nombre d'ingénieurs, de techniciens spécialisés, d'industriels qui y œuvrent continuellement. Il faut presque sans cesse bâtir en périphérie de la ville de nouveaux laboratoires de recherche, des centres industriels innovants, nécessitant toujours plus d'énergie, de flux d'approvisionnement, soutirant de la terre toujours plus de matériaux précieux et de terres rares dans un balai incessant d'engins de chantier, de semi-remorques, de porte-conteneurs et d'avions cargo. Dans Les villes et le mouvement, on raconte que voici bientôt 2 générations, on invita les enfants de la ville de Fulvia
a poussé hors les murs la dernière voiture électrique individuelle de la cité. Tous unis à ses trousses, ils la poussèrent au ravin et elle tomba en carambole pour se figer dans le lit du Rue où elle rouille encore aujourd'hui. Ils rentrèrent dans l'enceinte de la cité en troupeau de petits piétons joyeux. Devant tant d'allégresse, le maire a instauré un jour de fête et chaque année désormais, on célèbre la libération des autos par l'enfance. Depuis ce jour, aucune voiture n'a eu droit de cité. On va dans les rues de Fulvia en courant, en sautant, en cloche-piant, en échassant, en pédalant, en trottinettant, en aéroglissant, sans souci de se maintenir sur les trottoirs ou de respecter les passages zébrés qu'on devine plus qu'on ne les voit encore. Les seuls transports en commun ne portent pas de volant et tracent leur parcours automatique dans un respectueux silence collectif. Affranchies des autos, les rues se sont emplies d'objets commodes, des canapés, des chaises. L'herbe a repris possession des parkings. On montre des films dans les garages. Les écoles ne sont plus entourées de grilles et de murs. On s'y rend en gambadant. Les chiens sont sans laisse et les enfants ne donnent pas la main à leurs parents. Pour entretenir le bel esprit libérateur des grands-parents, le maire organise des courses à pied, des concours de brouettes, des joutes de sauts et de gambades, dotés de prix importants et qui attirent les foules. De longues marches sont organisées avec l'espoir de renforcer les muscles du peuple et de donner santé et prospérité à Fulvia, qui se risque dans les couloirs humides des égouts, cependant, peut observer à l'abri des regards et à la lueur tremblante des bougies des agissements étranges. Dans ce réseau des égouts dont le plan épouse le plan ancien de la ville, des hommes et des femmes courent, ralentissent au carrefour, lèvent un bras ou l'autre, marquent des arrêts, puis repartent d'un même élan, mimant une circulation ancienne selon un rite que ceux de la surface auraient oublié. Il faut dire que la plupart d'entre eux sont très âgés. Revenus à la surface, ils font mine de rien et marchent comme tout un chacun, un sourire crispé aux lèvres. La ville de Faeao est traversée par un grand fleuve canalisé qui s'appelle le fleuve. On dit, à Faeao, que le fleuve est la plus grande artère vouée à la circulation de la ville. Son bassin est souvent trop étroit pour son débit, mais quand les barges et péniches traversent la ville, les commerçants peuvent vendre ou troquer les produits locaux, massepain, cynorhodon, saucisses de chèvre, autant dire de la main à la main, le vendeur sur le quai, le marinier ou son compagnon sur le plat-bord, sans avoir ni qui à débarquer, ni qui à monter à bord, ni qui à s'immobiliser. Chaque année, la crue est attendue avec calme par la population de Faeao, dont chaque maison, chaque boutique, chaque lieu public est muni de 2 rez-de-chaussée. Un rez-de-chaussée au rez-de-chaussée et un rez-de-chaussée au premier étage. De cette façon, en période de crue, la vie continue sans solution de continuité, en montant simplement d'un niveau. À Faeao, comme dans chaque ville que le fleuve traverse, et qui se nomme également Faeao, on dit que le pire est toujours en aval. C'est pourquoi on se soucie davantage de la ville qui se trouve immédiatement en aval que de soi-même, comptant sur le fait que dans la ville qui se trouve immédiatement en amont, on se soucie davantage de Faeao que de soi-même. C'est aussi pourquoi, au moment des pluies diluviennes, les Faeoiennes et les Faeoiens de tous âges portent ces grands vêtements de pluie, les mantelles, qui ne se contentent pas de protéger de la pluie,
mais servent à en capter quelques litres bientôt stockés dans les hauteurs de la grande salle des pendus de l'ancienne usine de machines agricoles. Chaque habitant est alors libre de prélever sa part d'eau. L'efficacité est assurée en s'appuyant sur le grand nombre. Quand le niveau du fleuve est redevenu acceptable, une grande fête de vidage des capes de pluie est organisée. Un moment de liesse où chacun, à Faeao, retrouve avec satisfaction son rez-de-chaussée du rez-de-chaussée. Je vais vous lire une ville invisible de Calvino qui fait partie de la catégorie les villes et les yeux. Les anciens construisirent Valdrada sur les rives d'un lac avec des maisons toutes des vérandas, l'une au-dessus de l'autre, des rues en hauteur qui dominent l'eau de leur parapet à balustrade. De cette manière, quand il arrive, les voyageurs voient deux villes, une ville droite sur le lac et une ville reflétée à l'envers. Il n'existe rien, il n'arrive rien dans l'une des deux Valdrada que l'autre ne répète, parce que la ville fut construite de telle manière que chacun de ses points se refléta depuis son miroir. Et sa Valdrada qui se trouve au fond dans l'eau contient non seulement toutes les cannelures et les décrochements des façades qui s'élèvent au-dessus du lac, mais aussi l'intérieur des pièces avec les plafonds et les planchers, les perspectives des couloirs, les miroirs des armoires. Les habitants de Valdrada savent que tous leurs actes sont en même temps cet acte et son image spéculaire, à laquelle appartient la dignité spéciale de l'image, et la conscience de cela leur interdit de s'abandonner un seul instant au hasard et à l'oubli. Même quand les amants tournent leur corps nu peu contre peu en quête de la meilleure position pour tirer les plus grands plaisirs l'un de l'autre, même quand les assassins plantent les couteaux dans les veines noires du cou et que les songs épais débordent, plus ils enfoncent la lame qui glisse entre les tendons, ce n'est pas tant leur accouplement ou leur assassinat qui compte, que l'accouplement ou l'assassinat de leur image limpide et froide dans les miroirs. Les miroirs, parfois, augmentent la valeur des choses, parfois la nient. Tout ce qui semble avoir de la valeur au-dessus du miroir ne résiste pas toujours s'il se retrouve réfléchi. Les deux villes jumelles ne sont pas égales, parce que rien de ce qui existe ou arrive à Valdrata n'est symétrique. À chaque visage et geste répond du miroir un visage ou un geste inverse, point par point. Les deux Valdrada vivent l'une pour l'autre, sans se quitter des yeux, mais elles ne s'aiment pas. Les villes circulaires 1. Les urbanistes qui ont inventé Irsa voulaient lui donner la forme d'un cercle. Ces rues seraient circulaires elles aussi, et toutes se rejoindraient en un point. Réification de nos principes économiques, disait-il. Boucle d'oreilles hawaïenne, dit un poète. Des cercles tangents, dit une mathématicienne. À l'endroit où les rues sont les plus écartées les unes des autres, qui est celui par où arrive à Irsa l'air frais et vivifiant de la mer, les vastes maisons de pierre sont entourées de parcs verdoyants, plantées de grands arbres et parcourus par des habitants jeunes et beaux. Les constructions sont magnifiquement entretenues. Les matériaux remplacés sont portés un peu plus loin dans la rue, à droite en regardant vers l'extérieur de Irsa, et servent à réparer les immeubles un peu moins luxueux de cette partie de la ville, remplaçant des pierres, des planches ou des vitres qui, à leur tour, sont utilisées encore un peu plus loin. De la même façon, les nourritures qui n'ont pas été consommées sont dégustées par les habitants à droite. Les livres lus sont déplacés pour être lus ailleurs. Les outils, les vêtements, les contenants, tout se déplace vers la droite et les parties les plus serrées de Irsa. Les déchets d'une industrie deviennent matière première de l'industrie voisine. L'eau usagée de telle raffinerie devient eau de refroidissement de la centrale située à sa droite, qui devient à son tour vapeur, chauffant les logements ouvriers contigus.
C'est ainsi que s'accumule sur la place où convergent toutes ces rues tout ce qui n'a plus pu être déplacé et qui forme une immense tour de matière plastique, de métaux et de résidus d'appareils ménagers dans lesquels vivent les habitants qui ont eux aussi été déplacés en vieillissant. Car seul un demi-cercle de chacune des rues est construit et utilisé. Irsa n'est à la vérité qu'une ville semi-circulaire. Une ville et l'eau. Celle qui arrive à Benduisia est d'emblée frappée par l'aspect lugubre de ses bâtiments. Des salissures aux teintes ténébreuses sans nuance habillent ses murs et ses surfaces. Pas de blanc ici et plus aucune transparence. En avançant vers la ville, la visiteuse percevra les effluves qui s'en dégagent. Benduisia ne laisse jamais les narines tranquilles. Les parfums épais virent fréquemment au remugles pesant et fétide, dans lesquels percent peu à peu des senteurs culinaires et épicées qui excitent curieusement le palais. Benduisia est sépulcrale, parfumée et sapide. Car Benduisia est sèche, elle manque d'eau. Il n'y pleut plus depuis belle lurette. Prédire le temps à venir est une galéjade. Demain sera chaud, sec, invariablement. Nul ne sait plus le circuit du lit de la rivière qui traversait la ville, ni l'emplacement des 2 viaducs qui l'enjambaient. Les chéneaux furent désassemblés et les caniveaux nivelés en des temps effacés. L'unique château d'eau de la ville est alimenté par le reste d'une nappe phréatique au sud du pays. L'usage de l'eau est ici strictement réglementé et limité. Chacun ne peut prétendre qu'à 80 litres par semaine, pas plus, afin de suppléer à l'entièreté de ses besoins. Breuvage, cuisine, hygiène, agriculture, etc. Les habitants tentent d'y suppléer à leur mesure aussi. Les plus pauvres piègent la maigre brune matinale dans des filets de plastique. Les plus riches acheminent à grands frais et à leur risque et péril des citernes pleines des pays plus humides. Divers trafiquants interceptent régulièrement ces véhicules et revendent l'eau précieuse en petite quantité à des prix excessifs, sans aucune mesure d'hygiène. Le samedi, la visiteuse remarquera un surprenant rituel. Chaque semaine, les citadins se réunissent dans l'après-midi sur la grande place du bassin et échangent entre eux des ustensiles des temps anciens. Baquets, aquarium, fusil à eau, slip de bain, bikini, palmes, tuba, gilet de sauvetage, rames, canne à pêche, parapluie, siret. La fête se finit avant la nuit par la mise en service pendant une demi-minute du ridicule jet d'eau central qui prêterait à pleurer si les larmes n'étaient à Benduisia strictement interdites. Les villes et le travail. Il fut décidé il y a longtemps que la ville d'Alecto ignorerait le chômage. Le chantier fut gigantesque, mais il demanda plus d'imagination que de lourde besogne. On supprima le temps de travail dans un esprit de partage, on supprima les hiérarchies dans un esprit de convivialité, on élimina tous les travaux fractionnés pour confier à chacun et à chacune une tâche complète, afin que le soir venu, on puisse contempler le travail accompli. On décida que chacun gagnerait un salaire équivalent à celui de sa voisine, mais on accorda un double salaire tout de même aux petits malins qui se firent attribuer les postes d'idiots du village et de badauds ou de larrons de service. En reconnaissance des frais des représentations qu'impliquait leur fonction. Aujourd'hui, les édiles courent en tous sens, montrant là un mur à relever, une ruelle à curer, un véhicule à réparer, un gazon à faucher, un funambule à faire descendre de son fil, une petite fille perdue qui réclame sa maman, un livre à relier et à relire, une jonquille à arroser, un demi de bière fraîche à tirer. Chacun trouve sa place et met son énergie à sa mission. Lorsqu'un concitoyen se montre inapte aux travaux proposés, on lui donne un poste à sa mesure. Ainsi furent créés des postes de rêvasseurs, d'auditeurs de grenouilles, d'enchanteurs pourrissants, de tireurs de nuages, de curés sans fidèles, de pâtres sans troupeau,
mais avec chien. Ils font merveille dans ces professions si rares et désormais recherchées. Les services compétents s'épuisent à montrer à chacun et chacune la façon la plus rationnelle de pratiquer son métier, la manière de plier un carton, de faire un lit d'auberge, de dessiner les plans d'une grue, de penser la patte cassée d'un canard. Des génies se révèlent, dont on calme les ardeurs. Des nigauds font des merveilles en croyant cuisiner. La ville gagne tout temps en gaieté et en ardeur. Chacune et chacun étant à son poste et au bel et bon travail, on souffle quelque peu. C'est pour cela que depuis des années, les postes d'édile et de conseiller n'existent plus. J'ai été invité par les amis de l'Oulipo à dire quelques mots sur l'évolution des villes et le travail qu'on a fait ensemble pour préparer le terrain pour cet ouvrage. Et c'est très difficile, bien sûr, de résumer cela en quelques minutes parce que les villes ont changé beaucoup, comme d'ailleurs ont changé les vies des gens qui habitent au milieu urbain. Mais c'est possible peut-être de trouver un élément principal qui concerne non seulement les villes, mais effectivement l'espèce humaine tout entière qui s'est passée au cours des dernières décennies. Et si je peux emprunter la définition d'Aristote, effectivement, pour la première fois dans l'histoire, l'être humain est véritablement devenu un animal politique. Et je l'ai dit en empruntant carrément la définition célèbre d'Aristote, et permettez-moi de les citer quand il se réfère à la polis grecque, à la ville-État grecque, qui est, je cite, « arrivée, l'on peut dire, à ce point de se suffire absolument à elle-même, née d'abord des besoins de la vie et subsistant parce qu'elle les satisfait tout. Il est clair que la polis est une évolution naturelle et que l'homme est par nature un animal politique et qu'un homme qui est par nature et pas seulement par fortune sans polis est son besoin est soit bas dans l'échelle de l'humanité, soit au-dessus d'elle. » Fin de citation. Et effectivement, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la plus grande partie de l'humanité vit au milieu urbain. Ce n'était jamais passé. L'espèce humaine était une espèce rurale. Nous sommes devenus, au tournant du siècle, on ne sait pas exactement quand, peut-être 2004, 2005, on est devenu une espèce véritablement urbaine. Ce qui veut dire que quand on parle de défis urbains, on parle maintenant du défi du présent, en général, des défis de l'humanité. Et il y a beaucoup de définitions qui sont utilisées par les experts pour essayer de donner une cible à l'évolution de la ville, pour répondre au mieux à ces défis. La durabilité, bien sûr, l'équité, la résilience, la ville intelligente. Mais on se rend compte que toute définition est nécessairement limitée et limitative. Comme d'ailleurs ce livre nous l'explique, le livre des villes indivisibles. Et d'ailleurs, comme aussi fait le travail son prédécesseur de Calvino. Les deux livres nous rappellent que la ville, comme l'humanité, est multiple. Et elle ne peut pas être condensée dans une seule définition et qu'elle est indivisible et invisible parce qu'en effet, elle est partout et impossible à appréhender de manière exhaustive. Mais je pense que ces livres, avec une puissance poétique et évocatrice vraiment très très forte, nous montrent l'autre nouveauté dont on peut parler, qui est exactement la prise de conscience que l'urbanité se répète dans l'espace et dans le temps, et qu'elle relie ainsi l'humanité. Ces urbanités ont donc un intérêt à se rencontrer, à dialoguer, à se confronter, et c'est une confrontation basée sur l'écoute mutuelle, mais aussi sur la contradiction. Et l'exercice constant d'une élaboration commune d'un parcours qui doit évoluer et répondre à des défis imprévus, à des obstacles de différentes natures, humaines, naturelles ou virtuelles.
Alors, pour dire quelques mots sur ces très intéressants travaux des collaborations qu'on a menées ensemble, j'ai fait, comme Daniel l'avait évoqué, partie de ces discussions qui ont précédé la rédaction des Villes indivisibles. Et lors de ces réunions, on s'est réunis autour des Oulipiens en groupe d'experts dans différents domaines, parmi lesquels j'aimerais bien rappeler M. Pierre Baillet, l'ancien secrétaire permanent de l'IMF, et beaucoup d'autres experts qui ont essayé de transmettre aux écrivains un constat, une image, un fresque de cette intelligence collective qui naît exactement de la compréhension que la ville a des défis partagés et que les villes ont du coup intérêt à se connecter et à collaborer entre elles. Et du coup, nous avons parlé bien sûr du changement climatique, de son impact sur l'homme et sur la nature. On a parlé des inégalités croissantes dont les villes sont vraiment l'expression plus évidente. On a parlé de la pandémie, on était tout juste après cela. On a parlé des défis socio-économiques et environnementaux liés à l'urbanisation rapide dans certaines parties du monde, plus que d'autres bien sûr. Et nous avons parlé aussi des ambitions de ces villes qui sont nourries d'ailleurs par la voix des experts que nous représentons. Et dont la première de ces ambitions est ce qui peut être qualifié un peu comme les premières vocations de la ville, mais aussi des illusions plus aveuglantes, aussi à cause des experts, à cause de nous, à savoir de maîtriser les présents et les futurs du développement spatial et social de la ville. Et notamment, la chose que je trouve effectivement plus paradoxale, qui est qu'on essaie souvent de lui donner une dimension urbaine à travers une dimension humaine à travers la technologie, et notamment plus récemment à travers l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, je suis particulièrement content d'être là et d'avouer, je pense que les maîtres sont sans doute devenus un élève. Les villes de l'Oulipo, elles sont très nécessaires, tout comme celles de Calvino, parce qu'elles sont un produit du présent, mais elles nous rappellent cette essence même des villes, qui est une essence faite des succès et d'échecs, des contradictions, d'opportunités, des défis. On les a écoutés tout à l'heure. Mais ce qui change de l'époque de Calvino par rapport à aujourd'hui, c'est vraiment cette centralité de la ville dans notre civilisation. Aujourd'hui, du point de vue démographique, politique, culturel, est toujours de plus en plus central. Et en effet, ça, ce n'est pas quelque chose de seulement valable pour les Italiens. Excusez-moi si j'insiste sur cela, mais c'est assez évident pour un Italien, que ce soit un Italien, avoir écrit les villes invisibles, parce que la ville, elle est l'entité centrale de la civilisation italienne. Et d'ailleurs, civilisation, ça vient de civitas, latin, ça veut dire communauté urbaine. Et du coup, on trouve que la ville transcende, grâce aux pages de l'Oulipo, transcende l'espace, transcende le temps, et parce qu'elle est à la fois omniprésente et changeante. Et du coup, les villes de l'Oulipo et de Calvino nous enseignent, à nous les soi-disant experts, la vacuité de la scène des visions des villes, cette marché pour la vision unilatérale, la plus séduisante, la plus innovante, sur laquelle sont basées pas mal de carrières. Et ce qui essaie de proposer ce que la ville, vivre dans la ville devrait signifier, et d'ailleurs comment les villes devraient fonctionner. Il faut se méfier de tout cela, et je vous remercie parce que votre livre, c'est une douche froide dont on a absolument besoin. La ville, comme chacun de ces individus, ne peut pas être simplifiée avec une seule caractéristique positive ou négative, un seul défi ou une seule opportunité. Du coup, je trouve que c'est une énorme opportunité qui s'ouvre à travers ces livres. On observe qu'il y a une multiplication des villes, multiplication dans la taille, une multiplication dans les nombres, et une multiplication des transformations et des défis. Mais il y a ces traits fondamentaux communs qui sont repérés dans les deux ouvrages, respectivement par Hearst et Kublai Khan, qui permettent du coup de concevoir un engagement pour la ville, mais qui est un engagement aujourd'hui pour l'humanité tout entière. Alors, je ne vais pas être
irréaliste. On sait très bien que quand on parle des biens communs, action globale pour les biens communs, les résultats au présent sont loin d'être alignés avec les résultats souhaités. La tâche principale, fondamentale du concert des nations tel que nous le vivons aujourd'hui, c'est la paix. Et les tristes nouvelles de ces dernières semaines nous montrent que c'est loin d'être achevé. Cependant, de la part des villes, arrive, à mon avis, un message d'espoir des villes indivisibles. Une collaboration universelle pour le bien commun urbain est possible parce que bien que ce soit quelque chose qui doit essayer de comprendre un défi multiforme et vaste, telle est effectivement cette intelligence collective qui peut se créer quand les villes se mettent en dialogue, les unes avec les autres, quand elles créent des connexions, où elles parlent, elles se confrontent, elles se disputent quand c'est nécessaire, mais essayent d'avancer ensemble. C'est ça qui représente effectivement les domaines dont j'ai le plaisir de m'occuper depuis quelques années, la diplomatie des villes. C'est une diplomatie très différente de la diplomatie des États, parce que la diplomatie des États se base sur la capacité d'imposer une vision et des intérêts. Les villes, elles n'ont aucune manière d'imposer leur vision les unes aux autres. Le seul intérêt qu'elles ont de collaborer, de s'écouter, d'échanger, de dialoguer, de construire ensemble, c'est effectivement de faire mieux ce qu'elles sont appelées à faire, de vivre mieux, de rendre la vie des résidents meilleure. Du coup, voilà pourquoi la diplomatie, des villes, elle s'est répandue, elle se diffuse en ce moment. Et je pense qu'elle représente effectivement, nourrie par cet ouvrage, un des espoirs les plus solides pour les optimistes qui sont à la fois incorrigibles, mais aussi avertis de l'avenir. Et du coup, vraiment un grand merci aux membres de l'Oulipo de nous rappeler si poétiquement qu'il y a tant de défis à relever, tant d'erreurs à éviter, mais aussi tant de points en commun sur lesquels construire jour après jour, hein, et à travers le monde, des réponses concrètes. Merci. Dans la liste des villes, il y a une option qui n'existe pas, c'est la ville rectiligne au milieu du désert qui doit faire 1000 km ou quelque chose comme ça, ou 700, et qui n'en fait que 150. C'est juste un oubli. C'est le projet des Séoudiens de faire cette ville qui n'est pas une ville en fait, qui est une espèce de gigantesque immeuble rectiligne, mais qui est supposé être une ville. C'est une ville? C'est pas une ville? Je m'en remets à Lorenzo, là, son expertise. Ouais, effectivement, je pense que la ville est une source de créativité un peu partout. Et c'est clair que les défis à la fois climatiques et démographiques nous poussent à essayer de trouver de nouvelles formes. Alors moi, je suis un peu sceptique sur cette imagination. Je devrais la voir pour pouvoir la juger. Surtout parce que moi, je suis né en Italie où la conception de la ville, elle est concentrique. Du coup, il y a un centre et après un certain nombre de cercles tout autour. Et on a difficulté à modifier notre propre vision. Cependant, transformer la ville sera nécessaire. Et effectivement, moi, alors désolé pour l'avoir lu en italien à nouveau, mais la ville dont j'ai parlé au début, pour ceux qui n'ont pas compris, c'était une ville toile d'araignée qui est suspendue et a quelque chose de mieux par rapport à toutes les autres villes. Elle sait qu'il ne faut pas aller plus loin d'un certain niveau de poids. Elle connaît son propre limite de développement. Donc ça, c'est un beau exemple des défis à relever. Je veux juste évoquer celui que je pense être peut-être le plus surprenant des défis sera vraiment celui de la population, et non pas chez nous, mais en Afrique. Alors, parce que selon les projections de l'Université de Toronto, la ville de Lagos sera à la fin du siècle la plus grande ville au monde et dépassera les 80 millions d'habitants. Ça veut dire qu'elle aura la population de l'Allemagne, le plus peuplé des pays européens, dans une seule ville. Comment on peut même concevoir
une ville qui a une population d'une grande nation européenne. Ça, il faudra vraiment ce travail d'imagination, de créativité. Et j'espère que les artistes, les écrivains, les créatifs seront là avec nous, parce que les experts, on ne va pas pouvoir s'en sortir tout seul. Oui, je crois qu'on a peut-être l'occasion de voir, enfin, vous devez être au courant avec l'exemple de Jakarta, le projet de transplanter carrément la population de Jakarta, qui doit être 20 millions ou quelque chose comme ça maintenant, dans un nouveau lieu qui va être sur l'île de Bornéo peut-être, parce que la ville s'enfonce. Et je me dis là, il y a vraiment un laboratoire grandeur nature pour voir si les bonnes options vont être prises, parce qu'on peut évidemment imaginer des ajustements, parfois du rapiessage, etc., sur des villes qui ont déjà un tissu. On ne peut plus aller plus loin parfois, à New York par exemple. Mais là, qu'est-ce que vous pensez de cet exemple qui devrait être suivi de près pour les villes de demain? Merci pour la question. Effectivement, c'est vraiment très symbolique, l'exemple de Jakarta. C'est peut-être la hubris de l'homme d'avoir voulu dominer la nature, et en effet, c'est l'homme qui perd, parce que la ville, elle coule, et du coup, elle doit partir. Et là, il y a deux questions qui s'ouvrent, à mon avis. Il y a celle de la façon de s'adapter de l'homme. Moi, je pense qu'elle ne va jamais cesser d'exister, Jakarta. Elle va devoir évoluer. Effectivement, il y aura une future Jakarta, et quelle image elle prendra, elle sera sans doute dictée par la nature. Ce n'est pas l'homme qui peut continuer à dicter les règles. Et la nouvelle ville, voilà, là, ce sera effectivement une grande occasion, comme l'ont été les tentatives précédentes qui ont été dans certains éléments des succès et dans d'autres des faillites. Je prends par exemple l'exemple de Brasilia, qui a été créé pour une volonté politique de rendre plus centrale la capitale du Brésil en créant une ville nouvelle, et qui est une œuvre d'art magnifique, mais en même temps, elle est bien loin de la tradition culturelle et de ce qui représente traditionnellement et aussi démographiquement la ville au Brésil. Donc, je pense que ce sera une occasion. Si il y a cette capacité de faire cumuler les expériences, à partir des expériences sur la place des gens qui ont subi l'impact négatif du coulement au-dessous du niveau de l'eau, on évitera de faire pire, au moins. Et ça, c'est déjà pas mal. Mais regarde par exemple le cas du Caire, où on a décidé de faire une ville entière dans le désert à quelques kilomètres de là. Personne ne veut y aller. Ce sont des bâtiments vides par centaines, et qui restent vides parce que les Kérotes préfèrent vivre dans les cimetières, vivre dans les gourbis de leur ville, plutôt que d'aller vers cette ville nouvelle qui a été créée ex nihilo pour désengorger la ville du Caire. Et ça ne marche pas. Il ne suffit pas de décider, une ville, ça ne se crée pas comme ça. Ce n'est pas une décision ex nihilo, c'est un lieu qui s'autogénère. Et il faut un embryon d'amour au départ pour que la ville se reproduise, se féconde et s'agrandisse et s'aime suffisamment pour qu'on y vive ensemble. Ce n'est pas si simple. Et je pense que les décideurs politiques, parfois, ils sont un peu aveuglés par leur propre vision. Oui. Et on ne peut pas vraiment avoir le plein contrôle de la ville. La ville, c'est un organisme qui a son propre fonctionnement, qui est complexe et qui est très difficile à contrôler, effectivement. On ne peut pas les museler. La ville, elle était là avant, elle sera là après. C'est la plus ancienne institution politique au monde, et c'est la seule institution politique qui existe vraiment partout. On a découvert récemment, même au milieu de l'Amazone, de la forêt amazonienne, des anciennes villes. Donc c'est véritablement, comme le disait Aristote, une forme naturelle pour l'homme d'y aller. Et voilà. On parle, je trouve que le mot hubris est assez
assez bien pour faire commenter cette volonté du contrôle sur la ville. Bonsoir, ici Donald Vega. Tout d'abord, merci pour cette petite présentation. Le sujet des fils pourrait durer comme un fleuve, ou s'assiéger peut-être au bout d'un moment parce qu'il faut rentrer à la maison. Moi, je voudrais venir vers vous par rapport plutôt à la... Comment dire? Vous êtes 4 à avoir écrit ce livre, si bien... Plus, pardon, bon, vous êtes 4 présents ici ce soir. Mais on était une dizaine à écrire, à contribuer à ce livre. Pardonnez-moi, mais c'est une première. Hein. L'Oulipo existe depuis 1960. Et c'est une première. C'est le premier livre que nous faisons à plusieurs. On était, je crois, 6 ou 7 rédacteurs, je ne me rappelle plus. Combien 10. Bon. Nous sommes 10 à avoir participé à ce livre. Et pour la première fois, nos noms ne figurent pas. On a publié des tas de livres ensemble. Depuis 1973, je crois, le premier. On a publié des tas de livres en commun. On a publié des livres parfois à 2, à 3, d'autres fois à tout le monde, etc., etc. Chaque fois, les noms ont été mentionnés de ceux qui avaient participé. Cet ouvrage ne porte le nom d'aucun d'entre nous. C'est la première fois. Oui, alors une raison? L'heure était venue. L'heure était venue. Je ne sais pas. Et moi, ça me permet par exemple d'être présent ici ce soir, de lire un texte du livre alors que je n'y ai pas participé, vous voyez. Et je suis membre de l'Oulipo, donc c'est un livre que j'ai un peu écrit aussi. Ben oui. Tout en n'ayant rien écrit. Merci pour cette réponse. Mais en fait, ça va continuer à aller dans le sens que je voulais poser la question. C'était, vous avez parti d'un livre qui existe. Qui est très imagé. Vous parliez de totem ou d'emblèmes, avec des images qui restent fortes, autour desquelles on tourne, on revient, comme les villes. Ensuite, vous parlez beaucoup avec des images, des objets qui n'existent pas. Le menton, la montelle, ça n'existe pas, la montelle. Est-ce que, par exemple, pour, comment dire, poser des mots sur les fils que vous avez traduites, ou fait comme une banque d'images, une banque d'images venues de films, de sculptures, de peintures, de photos de voyage, de codes postales, de choses. Est-ce que vous avez fait une banque d'images? Pas au sens littéral. On n'avait pas systématiquement dressé une telle banque d'images, ni de connaissances, ni de spéculation, c'est-à-dire des choses. Les mantelles, c'est un excellent exemple de quelque chose qui, à ma connaissance, n'existe réellement pas, mais qui est une invention tout à fait plausible et qui serait bienvenue dans certaines communautés et qui répondent assez directement aux ressources qu'on avait mis à disposition. Ce texte, c'était, je ne vais pas révéler son auteur, mais je sais qu'il s'est inspiré de manière assez intime de ses connaissances sur plein de choses autour de l'eau et la manière dont une rivière, par exemple, traverse une ville. Et donc, c'est vrai que par touche, ici et là, partout dans le livre, il y a des objets, des emblèmes, des images qui ne sont pas réelles, c'est-à-dire qui appartiennent pas à un registre d'urbanisme existant, si vous voulez. Mais pour moi, ça fait partie du défi qu'on s'est fixé, de rajouter par touche ici et là des petites spéculations. Oui, on n'avait pas de banque d'images, mais on avait quand même une banque théorique qui était faite par la grille du GIEC, enfin par les grilles qui n'étaient pas à proprement parler des images, mais qui induisaient des images. On savait qu'il fallait parler de la ville
et de l'eau, de la ville et de ceci et de cela, au carrefour de plusieurs réseaux de contraintes. Donc ce n'était pas à proprement parler des images, mais elles étaient déjà induites par ces contraintes-là. Et concernant, par exemple, l'exemple de la mantelle, mais des choses qui n'existent pas, ou qui existent ou qui n'existent pas encore, finalement, le livre de Calvino, Les villes invisibles, c'est quelque chose qui part, finalement, on a l'impression au début qu'on est dans Kublai Khan, des temps immémoriaux très anciens, donc les villes légendaires, ou en tout cas telles qu'elles sont mythiquement pensées par chacun de nous. Et puis on progresse à travers les âges, finalement, sans que ça soit explicitement mentionné, pour arriver à des villes futuristes. Et par rapport à la première question de tout à l'heure, finalement, Calvino, ou là, mes camarades de l'Oulipo, inventent des villes. Enfin, c'est des choses qu'on trouve dans la littérature, dans les arts, dans le cinéma, de manière, ou la science-fiction, tout le temps, des inventions. Et les villes, elles sont aussi, par rapport à la question des échecs aussi, cet imaginaire, il est aussi bien dans la réussite et dans la durabilité des villes, mais aussi dans l'imaginaire qui est lié à leur déclin, à leur destruction violente, etc. J'étais à Naples il y a 3 jours, là, à Pompéi. C'est impressionnant d'imaginer que, voilà, de voir, j'ai pas été à Pompéi, mais de voir la maquette et de se dire que, voilà, du jour au lendemain, la ville cesse d'exister. Donc tous ces imaginaires-là, qu'ils soient dans la réussite ou en s'appuyant sur des choses très anciennes et donc qui viennent nourrir l'invention, mais aussi en spéculant, comme tu le dis, Daniel, et en inventant des objets qui n'existent pas encore, c'est aussi une manière de dire, oui, on voit très bien des possibles là-dedans. Il y a peut-être des objets de type mantelle qui existeront dans quelques décennies, ou des choses qu'on n'imaginait pas à l'époque de Kublai Khan existent aujourd'hui sans souci. Donc c'est pas de manière savante que c'est fait, mais c'est en travaillant sur les imaginaires qu'on a tous, finalement. Le principe de croisement comme ça des images qui produisent des choses qui peut-être existeront, ou peut-être seront réalisées et seront des erreurs monumentales. Tout ça, ça fait partie finalement de nos imaginaires. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous pensez offrir ces livres aux politiques, par exemple, pour qu'ils puissent avoir quelques idées? Aux qui? Pardon, je n'ai pas compris. Aux politiques, est-ce qu'on pourrait offrir ce livre aux politiques? Vous croyez vraiment? Écoutez, je suis assez... Oui, il faut le faire. Vous pensez, oui. Oui, je pense, oui. Oh, il devrait pouvoir se l'offrir, non? Encore faut-il qu'ils sachent qu'il existe. Je pense qu'ils sont gouvernés par d'autres axes que celui de l'imagination, de la prospective. Ils sont gouvernés par d'autres nécessités qui ne sont pas celles que nous abordons ici. Celle du profit, par exemple, des choses comme ça. Mais pourquoi pas? Oui, ça ne peut pas leur faire de mal, en tout cas. Je peux déjà dire que le projet a été conçu dans un contexte plus urbaniste que politique, mais c'était autour du Forum mondial urbain, auquel assistent évidemment plein de politiques, plein d'organisateurs, d'édiles et de conseillers. Et pendant que le projet restait un peu suspendu dans ce milieu, il y avait beaucoup d'intérêt pour la démarche qu'on se proposait d'avoir ce genre de dialogue entre les experts, entre guillemets, en matière d'urbanisme, d'architecture, de climatologie, et des artistes, des écrivains. On se proposait à un moment donné de proposer le même tableau thématique qui a été projeté tout à l'heure aux artistes de différentes disciplines. Après, c'est un peu le boulot de l'éditeur de faire en sorte que les politiciens s'y intéressent, sachent que ça existe. Mais pour moi, c'est pas si farfelu que ça. Est-ce qu'ils vont le lire après? C'est une excellente question. Leurs conseillers, justement. Ceux qui se traitent d'urbanisme. Enfin, on peut espérer qu'ils lisent Libé, comme il y a eu un très bel article dans Libé. Peut-être que ça leur aura donné le goût de le lire, on ne sait jamais. Moi, je conseille de les traduire.
comme ça qu'ils puissent arriver à un public plus vaste. Parce que ça parle à toute culture, je pense. C'est pas du tout limité à la francophonie. À ce propos, j'ai beau insister aux camarades qui ont contribué leur texte de ne pas écrire quoi que ce soit sous contrainte dure, afin que ce soit vraiment traduisible, parce que l'idée au départ était aussi que ce livre paraisse dans autant de langues que possible. Est-ce que vous avez remarqué dans les textes que vous avez entendu une contrainte dure? Pas très dur. Si, quand même. Ça m'intéresse de savoir si... Non. Tu dévoiles? C'est pas perceptible comme ça. Non, c'est pas. Surtout Je crois pas qu'on l'entende. Je devais. Bon, alors là, du coup, je dois dire que c'est moi. Je suis un peu. Bon, il y a un des textes que j'ai lu qui est de moi, la ville qui manque d'eau. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Ça tombait sous le sens, quoi. Un lipogramme en haut. Un lipogramme en haut, donc il n'y a pas la lettre O. Et puis c'était très facile. C'était très facile pour moi parce que le mot O qui manque justement, il s'écrit absolument avec 3 voyelles, mais sans la voyelle O. Sans le O. Donc c'est nickel, c'est très facile. Voilà. Donc il y en a plein de paradoxes. Est-ce qu'il y a des contraintes circulaires C'est pas moi qui l'ai écrit. Moi non plus. Autant que je sache, il n'y a pas de contrainte dans ce sens-là. À mon avis, c'est plus une sorte de réponse à l'idée un peu mousseuse de la ville circulaire, dont on vante un peu les bienfaits. Et c'est un regard quelque peu désenchanté, disons, de cette proposition par les urbanistes. Mais à mon avis, il n'y a pas de contrainte strictement parlée. Mais on ne sait jamais. C'est un peu ça l'enjeu de lire un texte oulipien. Même quand l'auteur insiste qu'il n'y a pas mis de principe organisationnel, que ce soit, on ne sait jamais. Vous avez dit que tout est imaginaire, mais quand même, j'ai vu une certaine similitude avec la situation de voiture du port des Lots, machin, à Paris, actuellement. Oui, c'est sans doute après avoir lu ce texte que Anne Hidalgo a décidé de sa stratégie de circulation en ville. Oui, c'est probable. J'imagine que ça s'est passé comme ça. Très animé. Oui. J'imagine. Ouais. Oui, forcément, on est tous plus ou moins d'une ville, on est tous plus ou moins d'un pays, donc on peut avoir des attachements, des visions, des opinions même, donc ça finit parfois par transparaître. Dire que dans le récit 4 chez Calvino, il y a un moment très, très touchant où Marco Polo avoue au Khan que chaque ville qu'il décrit est à la fois une ville impossible qu'il a inventée de toutes parts et que chaque ville est en même temps Venise. Donc je pense qu'il y a un peu ça chez nous. Oui. Il y a beaucoup de Paris sous telle ou telle forme voilée, mais beaucoup d'autres villes en fait, et de non-villes. Moi, j'ai visité plein de camps de réfugiés dans le Moyen-Orient et j'ai vu une ville qui était construite par des statisticiens. Et c'était comme un enfer. Avant, c'était un sanctuaire pour les oiseaux et c'était une espèce de marais et tout ça. Ça avait desséché à cause du changement climatique. Donc, on a eu une idée d'installer une nouvelle ville qui serait la ville parfaite pour les réfugiés, qui était faite, il y a 50 000 abris, tous pareils, tous blancs, et avec des points d'eau à un certain
distance de chaque endroit. Et c'était complètement raté. Et tous les réfugiés ne voulaient pas vivre là-bas. Et même, ils préféraient vivre dans les pays où ils étaient avant, parce que ça avait une si mauvaise réputation, cette ville. Et donc ça, c'était une ville qui était construite par des statisticiens. Et puis, l'autre ville que j'avais visitée, et vous me direz que c'est un peu idiot de dire ça, mais ça correspond à ce que vous me dites, et j'y ai pensé pendant tout votre discours, c'était construit complètement avec l'imagination et avec la joie. Et c'était construit par une jeune femme qui avait fait elle travaillait pour le UNHCR, je ne sais pas comment dire ça en français. Et elle avait bossé avant en tant que personne qui cherchait des lieux pour des grands films américains. Et donc, elle travaillait pour Star Wars, elle trouvait des locations. Et elle connaissait très bien le désert. Et elle avait travaillé sur, je ne sais plus, Black Hawk Down, enfin des trucs comme ça, pour construire des villes pour le cinéma. Et quand elle a su qu'il y avait ce désert, ce problème avec les réfugiés de Syrie, elle s'est proposée en tant que volontaire pour le UNHCR. Et elle est arrivée dans un endroit où il n'y avait rien du tout. Il y avait 14 familles quand elle était arrivée. Et le UNHCR, avec beaucoup d'imagination, avait dit « Ok, tu construis une ville parce qu'on croit en toi. » Et elle a construit, une jeune fille qui avait 18 ans, sur un bout de papier. Elle m'avait montré le premier papier qu'elle avait fait. Une ville qui a fini par accommoder 400 000 personnes qui avaient emménagé dans cette ville en 2 ans. Tous des réfugiés qui... Et je ne veux pas dire qu'ils adoraient cette ville, parce qu'évidemment, ils auraient préféré être chez eux, mais c'était une ville très populaire. Les gens aimaient beaucoup être là. Et c'était construit complètement avec l'imagination, comme vous dites. Et je trouve que ce que vous faites avec ce livre, ça me rappelle cette idée de joie de vivre et de croire en l'humanité qui me fait très plaisir. Donc je vous dis merci beaucoup. Jusqu'ici, personne n'est venu vivre dans notre livre. Hein. Non, mais moi dans ma tête. Mais ça peut venir. Hein. Pour réagir à ce que vous venez de dire, ce qui est intéressant, c'est que dans les 2 exemples que vous donnez, sans doute dans le deuxième, la personne qui a mis la petite graine au départ, c'était une ville dans laquelle elle voulait vivre, alors que les statisticiens que vous évoquez, en tout cas les gens qui ont conçu cette norme de ville refuge là, ils voulaient sans doute pas y vivre eux-mêmes en fait. Et enfin, c'est un peu candide de le dire comme ça, mais sans doute que des villes construites par des gens qui veulent pas y vivre, elles marchent pas tant que ça. Sur ce, on me signale qu'il faut qu'on termine. Merci beaucoup d'être venu. Merci.